je me suis dit, avant de démarrer un programme plus global pour toute l'entreprise, donc ce poste de Head of Learning, je vais aller voir toutes les personnes qui sont au comité de direction et leurs managers pour comprendre, ok, c'est quoi, ça veut dire quoi la formation pour toi? Parce que c'est un truc qui est assez basique, mais finalement, on a tous une conception différente de par son expérience avec la formation, de par le budget qui est associé, soyons pragmatiques, de par le temps où vont avoir les équipes pour faire ça, et de par la maturité des équipes à faire de la propre veille ou en fonction de ce que j'appelle l'intérêt business à faire du training. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Paul Baudouin de chez Ledger. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, ça fait 7 ans que tu travailles chez Ledger, tu vas nous en dire plus, je pense que tout le monde ne connaît pas cette entreprise, mais tu es là pour nous expliquer ce que tu fais, ce que vous faites au quotidien chez Ledger. Tu es Head of Learning, donc c'est-à-dire que tout simplement tu t'occupes du plan de formation, du plan de développement des compétences, et peut-être la première question que j'ai à te poser, c'est aujourd'hui, Ledger en 1 minute maximum, comment tu le décrirais pour ceux qui nous écoutent? Ok, donc Ledger c'est simple, c'est une entreprise qui fait de la sécurité sur le domaine des cryptoactifs, donc tout ce qui va être actifs digitaux sécurisés par de la blockchain. Nous en fait ce qu'on va vendre c'est des solutions type coffre-fort pour gérer soi-même, être sa propre banque, mais dans le domaine des crypto-monnaies. On va avoir un portefeuille physique qui va se matérialiser sous la base d'un ce qu'on appelle un device, donc un objet électronique sur lequel tu peux signer tes propres transactions. Un peu l'équivalent de ce que va faire typiquement Apple Pay, ou soit ce que tu fais avec ta carte bleue, c'est-à-dire qu'on va avoir dans nos produits une carte à puce, sauf qu'on est la seule carte à puce qui permet de signer des opérations dans la crypto-monnaie. Et tout ça de manière facile avec un produit aussi qui est sur le desktop ou sur mobile, qui s'appelle Ledger Live, qui te permet de voir ton portefeuille. C'est un peu un équivalent, si je fais un parallèle à la musique, tu avais ton iPod et tu avais iTunes, et bien nous on fournit le même type de service, mais avec ton portefeuille, pas de musique, mais de crypto-monnaie. Ok, aujourd'hui 500 salariés, belle réussite française, partout dans le monde ou principalement en France? Alors il y a deux choses, il y a notre base de clientèle qui est vraiment partout dans le monde, on a 180 clients, donc le but c'est qu'on ait des équipes qui reflètent aussi qui on est, parce qu'on vend partout dans le monde. On a des bureaux en France, à Paris, rue du Temple, qui est notre headquarter aujourd'hui. On a des équipes à Vierzon, mais aussi à Grenoble et Montpellier, qui sont des hubs de recherche et développement. Et on va avoir des bureaux à Londres, des bureaux aux États-Unis, New York et Portland, qui sont des succursales plutôt business, et également Singapour. Ok, très clair. Ledger, 500 salariés, combien d'années d'existence? 10 ans, on a fêté nos 10 ans cette année, c'est une boîte qui a beaucoup bougé, qui a évolué, qui a suivi aussi les évolutions de marché. Et notre positionnement, ça a été d'abord d'évangéliser la crypto et surtout, très important, de la sécuriser. Et ce qu'on vend surtout, c'est de la sécurité pour tout actifs digitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être des crypto-monnaies. Demain, ça peut être des données de santé, ça peut être des données privées. Ce qu'on fait, c'est de la sécurité sur des données sensibles. Ok, alors je t'ai proposé de venir dans le Learning Club parce que votre industrie, donc la crypto-monnaie, la sécurité autour de ça, la blockchain, bref, tous ces mots-là qui parlent plus ou moins à nos auditeurs, c'est quelque chose où quand on pense aux salariés qui travaillent chez vous, on se dit mais comment ils se forment au quotidien dans votre industrie, sur leur métier, ça évolue quasiment tous les jours, j'imagine. Autour de ça, il y a un peu d'IA. Tu vas nous dire aussi comment ça fonctionne. En tout cas, on va parler de la mise à jour des compétences tout au long de la vie, comment ça marche chez vous. Et on va aussi parler du système de maturité. Alors, tu m'as parlé de ça quand on a préparé ce podcast et je me suis dit que c'était intriguant et que j'aimerais en savoir plus, comme nos auditeurs. C'est quoi le système de maturité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ce concept que tu as développé chez Ledger? Alors en fait, moi j'ai fait une transition entre un poste qui était, je venais du monde de recrutement, j'ai eu un poste intermédiaire qui était plus sur le partage de connaissances et de la rétention. Et en fait, pendant cette découverte finalement du monde de l'apprentissage et de la formation, j'ai pu mettre en place un premier catalogue de formation pour nos équipes techniques. Donc très technique, très avancé avec eux, etc. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, si je ne savais pas à qui je parlais, quels étaient leurs besoins, quel était leur niveau, j'avais créé des formations que je trouvais bien en interne avec des experts, mais en fait, la demande n'était pas forcément adaptée. L'offre n'était pas forcément adaptée à la demande. C'est-à-dire que parfois, pour certains, c'était trop facile. Du coup, ils le faisaient, c'était bien, mais ils n'apprenaient pas grand-chose. Pour d'autres, la marche était trop haute. Et du coup, ils n'allaient pas apprendre parce que c'était trop dur. Donc, on avait pas mal de personnes qui abandonnaient la formation.
Et en fait, je me suis dit, avant de démarrer un programme plus global pour toute l'entreprise, donc ce poste de Head of Learning, je vais aller voir toutes les personnes qui sont au comité de direction et leurs managers pour comprendre, OK, c'est quoi, ça veut dire quoi la formation pour toi? Parce que c'est un truc qui est assez basique, mais finalement, on a tous une conception différente de par son expérience avec la formation, de par le budget qui est associé, soyons pragmatiques, de par le temps où vont avoir les équipes pour faire ça, et de par la maturité des équipes à faire de la propre veille ou en fonction de ce que j'appelle l'intérêt business à faire du training. Je prends par exemple sur des équipes plus produits ou développement, ils ont déjà cette culture d'aller chercher les infos, ça fait partie de leur métier, ça fait partie de leur quotidien. On est souvent très curieux dans ces métiers. Exactement. Et en fait, si t'es pas à la page, tu vas mal faire ton boulot. Donc c'est plus simple. Mais il y a des métiers, on va dire, plus classiques, où ça dépend des managers et de sa sensibilité, ou même parfois il y a aussi le manager qui est OK, mais qui n'a pas le temps. C'est-à-dire que ces équipes, elles sont tout le temps en flux tendu. Parfois, si tu lui pousses un training, même s'il est de qualité, si lui ne se commit pas en tant que partenaire et va pas bloquer, des fois c'est peut-être 2-3 heures par semaine, ils vont le faire soi-disant le soir ou le week-end ou en dehors du temps de travail, mais ça va pas marcher parce que déjà faut pas faire ça. Et si t'as pas l'adhésion du manager et le temps nécessaire, c'est pas la bonne situation. Donc l'idée c'était vraiment de mettre tout à plat. Voilà les différentes personnes avec lesquelles je vais faire un partenariat, parce que moi, vraiment, mon but était de tout co-construire. Parce que voilà, on a des équipes qui sont limitées, on est 2 aujourd'hui, j'ai le temps de travailler avec Péline, et en fait, on a 2 collaborateurs pour 500 salariés. Voilà, exactement. Et bravo. Un petit peu plus. Ouais. On s'amuse bien, et l'idée, c'était d'être pragmatique, c'est-à-dire de se dire, OK, déjà partir, en fait, j'ai un peu inversé la demande des besoins, c'est de partir des besoins business, c'est-à-dire par COMEX, OK, qu'est-ce que tu veux faire cette année, qu'est-ce que tu veux délivrer? OK, pour délivrer tel objectif, quelles compétences tu as besoin? En partant de ces compétences, on crée les formations adaptées si on a les bonnes conditions. Les bonnes conditions étant un budget dédié, du temps et un partenaire dans leurs équipes. Parce que personnellement, je ne pourrais jamais être meilleur qu'un expert métier qui cherche un expert pour former le reste de ses équipes. Donc soit la formation, on le fait en interne, si on a les ressources, ça c'est super parce que c'est plus simple. Si on a le temps disponible, soit il y a quelqu'un qui va travailler avec moi pour choisir le bon partenaire, choisir le bon format et en fait ce que j'appelle m'aider à cuisiner. C'est-à-dire que c'est lui qui cuisine pour ses équipes et pour lui-même. Et comme ça, quand il goûte, il sait comment c'est fait et il sait quel goût ça a. Et en gros, plus simplement, on travaille ensemble et ça marche beaucoup mieux côté adhésion. Alors comment s'assurer que la recette soit bonne? Voilà. C'est-à-dire que tu as fait ton mapping en quelque sorte, tu as été voir les business... partenaires, je sais pas comment on les appelle, les managers ou les COMEX, les COMEX. Et ensuite, tu regardes comment chaque salarié doit avoir telle ou telle formation dans tel ou tel format à tel ou tel moment. C'est ça? Ouais, exactement. Alors, après, j'ai resegmenté en trois niveaux. On a regroupé l'ensemble des savoir-faire qui étaient demandés à un point de vue entreprise, on va dire, global. Donc on a regroupé 6 grandes catégories qui vont être du public speaking, enfin de prise de parole en public, des compétences linguistiques, anglais, français, autres, tout ce qui est project management, en fait toutes les compétences transverses qui peuvent s'appliquer à tout le monde, qui vont soit correspondre à des demandes d'équipe ou à des demandes individuelles. Ça on l'a regroupé dans quelque chose qu'on a appelé la Ledger Training Library. Donc c'est comme une librairie, tu prends ton livre, tu fais ton formation et après tu le remets. Là, c'était une manière de couvrir un ensemble des besoins de manière globale. Okay. Et en unifiant aussi le temps et les budgets. Et de manière ciblée, quand il y a un besoin. Le COMEX te dit, il faut absolument que tous nos commerciaux vendent de cette manière. Alors ça, c'est le deuxième cas. C'est le deuxième cas. Ouais, c'est ce qu'on appelle le training d'équipe spécifique. Donc là, on va faire un kick-off projet. C'est-à-dire vraiment, c'est un projet, voilà ce que tu veux. Tu fais un cahier des charges finalement. Et souvent, quand on leur demande vraiment ce qu'ils veulent, parce que souvent, tu as une ligne, oui, le commercial veut faire ça, ok, mais quel outil? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va apporter? Et combien de temps il a? Et tant que j'ai pas la réponse à toutes ces questions, je vais pas commencer. Parce que, en fait, si je suis pas sûr qu'il va le faire ou que ça a un impact, honnêtement, on va tous perdre notre temps. Et donc, le but, c'est de regrouper et de prioriser aussi par rapport aussi à notre bande passante. Cette formation a, une difficulté de, X heures. Et l'impact va être plus ou moins haut, donc on décide de le prioriser ou non. Vous êtes comme une roadmap produit où complètement. vous priorisez les actions.
Et comment vous décidez de créer du contenu de formation avec ou sans prestataire, mais créer ou aller chercher des contenus existants ou vous appuyez sur des expertises internes peut-être, j'imagine? Ouais, ça dépend du besoin. Effectivement, quand on fait le kick-off des besoins de formation, le détail, on demande c'est quoi ton mode d'apprentissage favori ou qu'est-ce qui va le plus marcher pour tes équipes. Est-ce que c'est du e-learning? Dans ce cas-là, on travaille avec un outil que tu connais peut-être qui s'appelle Netflix, qui est un agrégateur de contenu. Bon, voilà, je pense que vous connaissez ici, mais on sert Netflix en tant que curateur et pour construire des programmes sur mesure. Donc tout ce qui est e-learning, on le couvre comme ça. Après, nous, on a un LMS LXP qui s'appelle Sana. Donc on a connecté les deux. Donc tous les contenus, notamment sous forme de programme, remontent sur Sana. Et après, on va l'assigner aux collaborateurs avec une deadline spécifique. Donc ça, c'est une des manières de créer le e-learning. Aujourd'hui, on a la chance, on n'a pas couvert, à part des trucs très spécifiques, on n'a pas fait appel à d'autres partenaires sur le e-learning. Sur des trucs plus poussés, plus avancés, ou en fonction du mode voulu d'apprentissage, typiquement pour faire du co-développement sur un langage spécifique dans la blockchain, là, il faut 6 ordi, une salle et 3 jours de dev. Là, on va passer par du réseau, on va demander aux personnes de faire des assessments des formateurs et on va créer une formation sur mesure. Il faut qu'il y ait un certain volume, c'est-à-dire entre 10 et 20 personnes. Okay. Mais ce que je fais généralement, c'est que je fais ce que j'appelle des POC, donc des Proof of Concept. On démarre sur une équipe cible avec les gens qui ont le temps et qui sont motivés. Je leur demande d'évaluer le fournisseur de formation. Si ça marche, on fait à plus grande échelle. Ça permet aussi de négocier au niveau des prix, de dire je démarre ici, ça se passe bien, on continue. Et ouais, ça se passe plutôt bien. Voilà. Ok, tu parlais de Sana Labs, qui est un LMS LXP. Et je profite pour ouvrir une parenthèse, parce qu'on a parlé de Sana Labs dans un précédent épisode avec quelqu'un qui nous recommandait cet outil, qu'on voit encore peu dans le monde de l'entreprise, en tout cas dans le monde corporate, de grandes entreprises, parce qu'il est assez futuriste cet outil, en tout cas il se positionne de cette manière. Comment on l'utilise? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu as acheté Sana Labs? Qu'est-ce qui t'a séduit? En fait, c'est l'interface, c'est sympa. L'interface, c'est très Notion-like. Pour ceux que ça part, c'est assez joli. Donc Notion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil. C'est un outil collaboratif qui est assez visuel et qui est facile d'utilisation. En fait, je vais te faire on a fait un benchmark là-dessus sur ce qui existait. Il y a plusieurs solutions très bien que tu utilises aussi en France. Tu as 360, tu as Docebo et tu as Sana. C'était nos 3 choix. Chacun avait des pricing différents et tu as à chaque fois des pros, des avantages, des inconvénients. Voilà, ça dépend après de la sensibilité, mais en fait, par rapport à l'UX et à l'UI, donc le visuel que ça dégage et la facilité pour les gens de naviguer, Sana, c'était le plus intéressant aujourd'hui. En tout cas, par rapport à ce que nous, on recherchait. C'était hyper impactant pour les personnes. Quand ils vont aller sur la plateforme, il faut que ça marche dès le début. Parce que tu as 500 personnes, tu as forcément des gens qui ne vont pas l'utiliser. Mais aujourd'hui, on a 435 utilisateurs actifs. Et on l'a lancé fin avril. Donc voilà. L'idée, c'est que tu as une formation de création de contenu qui est assez automatisée, avec du prompting, avec de la génération d'images, etc. Et en fait, on gagne beaucoup de temps là-dessus. Parce que les équipes peuvent elles-mêmes créer du contenu. Ça t'enlève le poids et le coût d'un Articulate, d'un 360, etc. Et c'est directement connecté à des systèmes de gestion d'identité type Okta, etc. Et c'est assez pratique. Le côté qui nous a séduit aussi, c'est surtout pour nous, parce que il faut satisfaire les apprenants, mais en fait, nous aussi, il faut gagner du temps. Et c'est tout ce qui est reporting, automatisation. Ils ont une fonctionnalité qui s'appelle Insight, où en fait, tu as tes datas qui sont visualisées de manière simple. Et voilà, aujourd'hui, Excel, c'est fini. On peut tout mettre sur Sana. Et on a un report consolidé qui marche. Ouais, voilà. Beaucoup d'autonomie sur l'outil, c'est aussi ça. Ouais, voilà. Ok, très clair. Et tout à l'heure, tu parlais des formats. On demande les formats qui conviennent le mieux. Est-ce que vous avez fait une analyse des formats qui plaisent aux collaborateurs de Ledger? Ouais. Oui. Alors, après, c'est aussi un mix par rapport à... J'imagine que tout le monde n'est pas que podcast ou que formation présentielle. Mais est-ce qu'il y a des tendances, 2, 3 formats qui marchent bien? Alors, nous, on a beaucoup le format soit hybride, soit in-person. Après, ça dépend des équipes, mais j'ai beaucoup de personnes qui aiment bien soit faire des sessions en fait en vidéo ou de partage de connaissances ou d'apprentissage, ou alors une partie est dans la salle, l'autre partie est en remote, ça se gère. Mais on a à peu près 10-15% de e-learning,
Après, plutôt du vidéo, c'est peut-être 30%. Et après, les 55%, c'est plutôt du in-person, quoi, du coup. Ok. Notamment pour les trainings avancés. C'est ça qui marche bien. Je vois qu'il y a beaucoup de compétences techniques et justement, ça va faire Ouais. le lien avec ce que je disais en introduction. Comment on fait l'assessment, comment on évalue, comment on forme sur la crypto-monnaie, sur la blockchain. Ouais. Comment on gère ça au quotidien, sachant que, comme on le disait, tous les jours, allez, au mieux toutes les semaines, il y a des nouveautés. Ouais, bah c'est une bonne question auquel on essaie de répondre. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un programme qui s'appelle Minimum Viable Knowledge. Donc, les compétences minimum que tu dois avoir pour comprendre l'industrie de la crypto-monnaie, de la blockchain et de la sécurité. Parce que ce qu'on fait, c'est de la sécurité dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, on a créé 4 sous-parties avec 4 modules e-learning et 4 sessions in-person ou en remote avec des formateurs en interne. Et l'idée, c'était de simplifier et donner le bon niveau d'information sans être trop vague, mais sans être trop intense. Parce que le problème, c'est que parfois, tu arrives dans une nouvelle entreprise, tu dois tout réapprendre, tes collègues, la culture, etc. Là, tu as une nouvelle industrie, tu as la sécurité, tu as ton poste, tu as tes collègues, ça fait un peu trop. Donc l'idée, c'était de se dire, on y va par étapes, on a des briques de formation qui sont plutôt autour de 30-40 minutes, avec des questionnaires, des tests, etc. Donc, il y a une partie qui est plutôt les fondamentaux. C'est quoi la blockchain? C'est quoi la crypto-monnaie? Comment ça marche? Parce que, Et donc ça, vous l'avez créé vous-même. ouais. J'imagine que vous êtes quand même les experts dessus. Oui, alors en fait, on avait déjà, enfin moi quand j'ai pris le poste, ce que je me rendais compte, c'est qu'on avait des connaissances, mais partout, mais sur des sources très variées. C'est-à-dire qu'on avait énormément sur Confluence, énormément sur notre blog. On a un blog qui s'appelle Ledger Academy, qui est sur notre site web, en fait, un moyen pour les personnes qui entrent dans l'écosystème Web3 pour se former. C'est le troisième plus gros. Qui est gratuit. Exactement, qui est gratuit. Et en fait, j'ai réutilisé une partie qui existait et je l'ai simplifié avec une relecture par les sachants de Ledger. Et donc, on assesse, on a un niveau minimal à avoir et c'est contrôlé tous les combien parce que, c'est à peu près. Alors pour l'instant, c'est tous les ans. Ok. Quand tu arrives, tu as les 4 briques. Et après, en fait, ça va plutôt évoluer vis-à-vis des spécificités métiers. Parce que on est dans un mode où en fait la crypto-monnaie, on est plus sur un marché de niche en fait, c'est un peu plus global. Et du coup, on n'a plus besoin, nous, d'avoir des personnes qui sont experts dedans parce que elles sont déjà chez nous ou elles peuvent le devenir ou elles peuvent faire leur vernis au fur et à mesure. L'idée, c'est de les accompagner jusqu'à un niveau où ils sont capables de comprendre nos produits pour devenir utilisateurs et aussi tester nous-mêmes ce qu'on fait. Parce qu'on a toute cette gamme de produits hardware, physiques, où faut quand même manipuler un petit peu. Et en fait, plus tu utilises tes produits, plus c'est bénéfique pour l'entreprise parce que tu comprends, quel que soit ton métier, quels sont les enjeux et qui vont être nos clients. Et vous calculez le nombre de formations, le nombre d'heures de formation par an qu'il faut à un collaborateur pour rester au niveau. Non, ça je l'ai pas. Parce que j'imagine qu'on est dans une entreprise, dans un secteur où il faut, comme on le disait, se former beaucoup, donc beaucoup d'heures à y passer. En fait, ça dépend de ton job. Après, c'est la boîte de Pandore, hein, clairement. En fait, plus tu rentres, plus tu te rends compte que tu connais rien. Parce que des blockchains, il y en a des centaines. Tu as plusieurs niveaux de compréhension. Tu as comment le projet a été construit, quel est le code source derrière. Après, tu as tous des mécanismes de consensus. Et après, tu as quel niveau de sécurité par rapport à ça. Et après, tu as comment tout ça devient un produit à Ledger. Comment nous, on intègre ces blockchains chez nous. Ce que je dirais, c'est qu'il faut avoir le vernis de base, par exemple, quand tu es, je sais pas, dans les équipes comptables, dans les équipes, on va dire, médias, tu n'as pas les mêmes besoins. Il faut avoir le bon niveau par rapport à ton poste. Et là, je compte plutôt pour les apprenants eux-mêmes et aux managers ou aux comex de dire mon équipe, ça doit être. Voilà, il y a des personnes chez nous qui m'ont dit moi, toute mon équipe, je veux qu'elle ait déjà utilisé un device. Et donc, on a fait des sessions de formation sur nos produits en interne. Et ils ont tous un certain niveau parce que c'était un prérequis métier, un prérequis business. Quoi, du coup. Et donc, le nombre d'heures de formation, tu l'as ou pas? Au global, oui. Pour être. C'est plus, je dirais, à la louche. Je pense que tu veux à l'année ou tu veux. À l'année. Ouais. Alors, pour toute l'entreprise, sans ressort détaillé, peut-être. Peut-être 50 heures, hein, du coup. 50 heures par personne? Ouais. Par an?
Ouais, c'est ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Et le budget formation, du coup, parce que c'est aussi la question derrière tout ça. Alors, Ouais. Ouais, aujourd'hui, humainement, voilà, il y a toi, Ouais. une autre personne pour t'accompagner. Donc, c'est une petite équipe, si Ouais. je peux me permettre, pour 500 collaborateurs. Et par contre, j'imagine que vous êtes équipé de pas mal d'outils, de prestats que vous pouvez solliciter. Et on investit, du coup, forcément beaucoup dans la formation. Ouais, on a un budget qui est tout à fait conséquent. En fait, en fonction des priorités business, ça peut se débloquer. Donc, c'est pas un sujet. L'idée, c'est d'avoir le bon rationnel et de construire. Voilà, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et c'est quoi les gros challenges pour demain concernant Ledger? Enfin, les prochaines années, tu les vois comment? En termes de formation et de recrutement? Ouais, en termes de formation, de recrutement, bah. Et de fidélisation. Ouais, alors j'irais plutôt sur beaucoup sur l'humain. J'irais plutôt sur le troisième mot que tu as dit, qui est la rétention. Ouais. Je pense que voilà, on a fait nos armes sur la partie de recrutement et formation. Et en fait, c'est à la fois créer des formations plus avancées pour qu'on puisse faire évoluer les gens. Donc, je dirais plutôt entrer dans cette phase de pouvoir assesser correctement tout le monde dans l'entreprise pour pouvoir faire de la mobilité, on va dire, documentée sur, voilà, tu veux changer de poste, tu as besoin de telle ou telle compétence, voilà les formations associées à ça. Donc ça, vous le faites dans Sana Labs? Non, pas encore. Non, vous le faites vous-même? Ouais. Okay. On n'est pas à un niveau encore industriel là-dessus, ce sera plutôt du talent development, du coup. Ouais. On est en train de bosser là-dessus pour pouvoir le faire. Il y a aussi pas mal de concurrence internationale, du coup, parce que des boîtes qui font de la sécurité dans la crypto-monnaie, il y en a de plus en plus. C'est qui vos concurrents? On a soit, ça va être plutôt les exchanges, on va dire, les Binance, Kraken, etc. Okay. Après, il y a des concurrents plus sur la partie, on va dire, cryptographie. C'est vraiment sur la partie technique, carte à puce, ça va être du Thales, du Gemalto, etc. Et après, on a plutôt les grands fonds d'investissement qui vendent de la sécurité sur les crypto-monnaies. Après, personne aujourd'hui n'a le mix hardware-software. Okay. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Mais donc challenge, fidéliser les collaborateurs qui sont là, la rétention. Ouais. Et après, en termes de... Sur la formation, continuer à développer, à développer ce qui existe, c'est-à-dire les compétences crypto-monnaie, les compétences blockchain. Améliorer, peut-être aller un peu plus haut sur des formations. Je pense à la prise de parole en public. Je pense à des skills clés sur de la supply chain, de la sécurité, etc. En fait, il y a beaucoup de demandes et pouvoir arriver sur un truc un peu plus lisse en termes de besoins et faire monter, entre guillemets, la maturité de manière globale dans l'entreprise, que ce soit un réflexe presque de se dire « Ok, j'ai ce besoin, on peut anticiper, etc. » Et on dit de plus en plus qu'on va se former avec des IA, des coachs, des tuteurs, et que c'est ça l'avenir de la formation versus des modules e-learning et des classes en présentiel. Ça va des cours d'anglais, où aujourd'hui on peut parler à une IA comme on parle à un prof ou un coach, jusqu'au module e-learning qu'aujourd'hui on peut avoir en format roleplay, simulation interactive. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu penses que c'est une vraie tendance qu'on va observer ou c'est juste un mouvement de fond mais que tout le monde ne va pas forcément suivre parce que chacun apprend peut-être aussi à sa manière? Alors, je pense que c'est un peu des deux. Moi, je vois plutôt l'IA aujourd'hui comme un outil qui te permet de gagner du temps et aller plus vite. Après, tu es toujours responsable de ce que tu crées. D'un point de vue apprentissage pur, ça va dépendre vraiment de la personne qui apprend. Le risque, c'est que si l'IA, en tant qu'usage pur, je ne vais pas donner de nom aujourd'hui, mais on va dire sur du OpenIA-like, si l'IA est performant, en fait, il va apprendre pour toi. Il y a le risque de comment marche ton cerveau, quel est ton mécanisme d'apprentissage. Si c'est en tapant des prompts, tant mieux. Si c'est autrement, ça va être compliqué. Après, aujourd'hui, il y a des gros enjeux, et au niveau des tendances dont tu parlais, c'est justement comment se former sur l'IA. Et ça, c'est un cheval de bataille qui est présent partout, parce que tout le monde veut se former sur l'IA, mais la question, c'est comment. Pour faire quoi? Et voilà, exactement. Justement, pour faire quoi, et quel est l'usage, etc. Donc on est en plein dedans. On a eu des partenariats avec Gemini. On va voir aussi. En fait, on fait du spécifique pour les équipes, avec à chaque fois un cas d'usage, pour être sûr que c'est bien ancré comme une practice et comme une compétence. Parce qu'après, tu peux aussi te former tout seul, mais finalement, tu sais pas si ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien. Tu reviens à cette notion d'assessment
où en fait, si tu n'as pas d'échelle, c'est difficile de mesurer où tu es et ce que tu as besoin. Bien sûr. Voilà. Bon, merci en tout cas pour tous ces partages, Paul. C'était passionnant. Il y avait pas mal de mots techniques. Peut-être que ceux qui nous ont écoutés n'ont pas forcément tout compris en détail, mais j'imagine qu'ils pourront se former sur le sujet. Ouais. Aller voir Ledger, qui est une super entreprise, belle réussite française. Et on va maintenant passer à la dernière partie de ce podcast. Ça s'appelle le Fast and Curious. Alors, le Fast and Curious, c'est 5 questions pour toi, Ouais. plus une bonus, Ok. et des réponses que tu as préparées normalement. Et on va commencer Ok. tout de suite avec la première question. Si tu devais décrire le futur de la formation en un mot. Alors, j'ai mis adaptatif. En fait, l'idée, c'est qu'il faut vraiment s'adapter ou coller aux besoins, aux besoins métiers, aux besoins des apprenants, aux besoins business. Et en fait, on a chacun des spécificités, des contraintes, des rythmes. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche la plus sur mesure possible pour avoir la meilleure adoption. En fait, je crois que l'adoption fait que crée la réussite de la formation parce que on a choisi ce qu'on veut faire, on a choisi comment on le veut faire, et du coup, on a la motivation et du coup, ça marche. Et ça rejoint toute l'analyse que tu as menée pour pousser au Ouais. final le bon contenu au bon moment aux salariés. Voilà. Exactement. Un outil de formation que tu souhaiterais nous partager. Alors, j'ai mis Sana Labs, qu'on a déjà parlé. Pour le coup, ça marche bien. C'est pertinent et je trouve que voilà, ils évoluent vite en termes de roadmap aussi. Alors moi j'ai vu sur un salon, et Ouais. tu vas nous dire ce qu'il en est, qu'on pouvait converser avec Sanala, parce que c'était l'avenir en tout cas de leur LMS LXP. Ce sera plus juste une plateforme, mais ce sera aussi un agent conversationnel. en Il quelque y a sorte. un agent, alors moi j'utilise pour la lecture de vidéos, pour faire des synthèses, ça marche assez bien. Ok, donc on peut lui parler à ce LMS. Ouais. C'est ça sa Tu- particularité. Ouais, tu peux lui demander de créer des contenus spécifiques et de te le mettre sous une certaine forme ou de créer des questionnaires, ce genre de choses. Ok, donc ils ont bien intégré l'IA. Ouais. Et en tout cas, deuxième fois qu'on nous le recommande Ouais. depuis peu, donc à regarder de près. On le voit encore pas souvent en France, mais Ouais. je pense que c'est en effet un LMS LXP d'avenir. Un livre ou un podcast que tu nous recommandes, tu as le choix, ou alors tu peux nous partager les Ouais, deux. alors je suis parti sur la chronique de Benjamin Tranier. Ok. C'est plutôt pour décompresser. C'est un chroniqueur France Inter, mais vous connaissez sûrement, ou tu connais sûrement. Non, je connais pas. J'écoute J'écoute pas la radio. J'adore les podcasts, mais j'écoute pas la radio. Non, Donc, c'est une chronique humoristique. Regarde après, tu me diras ce que t'en penses. Ok. Un blog, un site qui t'inspire, une newsletter. Alors, je suis sur une chaîne YouTube que je regarde qui s'appelle La Folle Histoire. En fait, ça raconte des moments historiques et ce que j'aime bien, c'est que ça démêle des récits historiques complexes. Et en fait, ça permet de comprendre ce qui se passe avec différents points de vue. Et en fait, je trouve que ça donne une bonne prise de recul sur ce qui s'est passé et tu peux l'appliquer à aujourd'hui aussi ou à ton contexte pour te dire, ok, voilà. La folle histoire sur YouTube. Ouais, exactement. Très bien. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin, Paul? En fait, c'est de pouvoir parler aux bonnes personnes et de leur apporter la bonne formation qui va faire que ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact de manière globale. Et là, à part la formation, et l'idée, c'est de rendre ça simple. Une belle raison de se lever chaque matin. Voilà. Qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club? Ce sera ma dernière question. Alors, c'est Valentina Fernandez Ok, d'Alma Payment. Je te donne les contacts dans quelques minutes. très bien. Et l'invitation est lancée à Valentina, qu'on espère voir dans ce podcast dans les prochaines semaines ou prochains mois. En tout cas, merci beaucoup, Paul. Si on veut poursuivre les échanges avec toi, comme pour beaucoup des invités sur LinkedIn, j'imagine. Ouais, Très bien, on peut t'ajouter. je serai disponible, aucun Est-ce que tu problème. participes à des salons régulièrement? Parce qu'on a nos auditeurs qui de plus en plus nous demandent si on retrouve les invités sur des salons. Pas learning. spécifiquement, mais ils Il me peuvent me semble pas t'avoir contacter. croisé si on était sur des salons. Plutôt. Learning Tech. Voilà, exactement, voilà. ouais. C'était Learning Donc, Tech. voilà. On peut te croiser peut-être par chance sur un salon, mais j'imagine que tu es dans un emploi du temps qui est très chargé. Non, oui, mais tu es toujours disponible pour échanger, pour faire du network, donc ils peuvent me contacter sur LinkedIn et s'ils veulent venir dans nos locaux rue du Temple, prendre un café, un déj, je suis disponible. Et allez voir Ledger, super entreprise. Merci Paul pour tout ce que tu as partagé. Avec C'était plaisir. passionnant. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.